Je dirais que ça dépend des besoins du programme, ça dépend des besoins disciplinaires. Je veux dire, vous pouvez avoir des cours qui ne sont que des cours d'information, quoique normalement à l'université, on n'en a pas beaucoup de cours où on fait juste apprendre l'annuaire de téléphone par cœur. Ça, c'est pas universitaire. Ce qui est très universitaire, c'est d'arriver à la résolution de problèmes. Alors, mais là, écoutez, on ne peut pas se prononcer ex cathedra et je ne vais pas le faire pour dire à mes collègues qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place. C'est vraiment en fonction des besoins du programme, à quelle étape le cours se situe, est-ce que c'est optionnel, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est un cours, ce que j'appelle un cours de maternelle, c'est-à-dire quand on commence un programme ou quand au contraire, on termine un programme, c'est pas la même chose du tout. À chaque fois que j'ai dû monter un cours, j'en ai enseigné quand même une dizaine de cours de contenus différents, mais toujours attachés au son ou à l'informatique, la musique. Ça a toujours été par rapport à ça. La première question que je me pose toujours, c'est l'objectif final de ce cours. Donc, à partir des objectifs à atteindre, je décline les étapes pour s'y rendre, puis dans le nombre de modules ou de semaines pour y arriver. Puis il faut croire que dans le corps de métier dans lequel je travaille, ça fonctionne bien parce qu'on va se dire, à quel niveau doit être rendue la personne qui finit un cours d'introduction à un logiciel, par exemple. Ben c'est facile parce qu'il faudrait qu'elle sache faire ouvrir le logiciel, intégrer de la vidéo, placer des sons à partir d'une banque de sons, c'est très, très concret. Donc, tant et aussi longtemps que l'objectif, la finalité, les objectifs finaux du cours sont concrets, dans mon esprit, ça se décline très facilement. Donc, à la base, c'est sûr et certain qu'il faut qu'on regarde c'est quoi les objectifs pédagogiques du cours. Puis par la suite, on s'est interrogé à savoir qu'est-ce qui était le plus... je dirais, le plus facile à adapter à un contexte de formation à distance. Le défi, c'est d'essayer de faire les choses bien. Moi, mon expérience avec ce premier cours, puis bon, j'ai pas été si torturé, j'en ai fait un deuxième qui a été lancé l'automne dernier, avec une approche assez différente, mais ce qui me semble important, c'est que tu n'as pas beaucoup le droit à l'erreur sur un cours à distance. Parce que en salle, en classe, si tu réalises que ton message n'a pas passé, tu peux te reprendre tout de suite ou tu peux te reprendre la semaine après. Si tu fais une expérience avec un nouveau projet puis tu réalises que c'est mal interprété, tu peux revenir, tu peux même le transformer. Il y a une certaine malléabilité qui existe en salle ou en classe que tu n'as plus, d'après moi, sur le web. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des ajustements, mais moi, j'ai voulu me garder assez loin de ces ajustements-là. Il faut dire que la classe était suivie par 250 personnes. Donc, quand le cours est suivi par 250, tu dis, si ça dérape, ma boîte de courriel va se remplir assez rapidement, puis tu souhaites éviter ça. Donc, il y a un certain stress, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, à chercher à produire un document ou un environnement ou une somme d'éléments que quand tu appuies sur le bouton au début de la session pour ouvrir le site puis lancer la machine, tu es nerveux. Parce que tu te dis, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Inévitablement, il reste des erreurs ici et là, mais tu les souhaites les plus petites possibles et les moins dommageables possibles. À cause, d'après moi, puis peut-être d'autres pourraient me contredire, mais moi, j'ai vraiment pris soin de ne pas me mettre dans des situations de pétrin où je perdrais un certain contrôle, là, ou être obligé de faire des interventions qui me sembleraient difficiles à faire à distance. Les gens doivent garder le focus. Et ils sont avertis que le cours demande 9 heures par semaine. C'est un cours de 3 crédits. Donc, vous avez l'équivalent de 3 heures en classe plus l'équivalent de 6 heures de travail personnel. Écoutez, c'est 9 heures dans votre budget de temps que vous devez distribuer comme vous voulez. Ça peut être à 3 heures du matin, vous le ferez quand vous voudrez, mais pensez-y, là, ça va vous prendre 9 heures par semaine. Alors, les règles du jeu sont claires. Et grâce à ces règles du jeu claires, les choses sont produites et les gens bougent, les gens avancent.
Puis au bout de 15 semaines, ben, leurs productions sont là. Puis l'examen en salle est fait. Puis, et voilà, ils passent à d'autres choses. Je pense que je suis assez méticuleux dans mes préparations de cours, mais là, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas assez. Il faut vraiment être un peu maniaque de la précision, parce que quand on arrive devant la caméra ou quand on arrive avec une équipe qui va construire un truc pédagogique quelconque, il faut vraiment savoir pourquoi on a besoin de ça, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut amener les étudiants, qu'est-ce qu'on veut que les étudiants soient capables de faire. Il y a tellement de choses qu'il faut avoir clarifiées qu'on ne perd jamais notre temps à mettre beaucoup de temps dans la planification. Et puis ensuite, il faut distinguer les couches de planification. Je pense que ça aussi, c'est important. Peut-être qu'on ne le fait pas toujours quand on va en classe. Parce qu'en classe, hein, c'est facile à un moment donné de rattraper un bout de ficelle qui pend, un fil qui dépasse. Si on se rend compte, par exemple, qu'on a expliqué quelque chose, puis que là, on a 3-4 questions après le cours, puis on se dit non, ils n'ont vraiment pas compris. Mais c'est facile, la fois suivante, de dégager 15 minutes, puis de revenir. Puis ça fait partie, justement, là, de la beauté d'enseigner sous le baobab. En formation à distance, il faut prévoir le plus possible où est-ce que ça va accrocher, où est-ce que ça... Bon, alors, il faut donc qu'il y ait une couche, je dirais une couche de contenu, où il faut que la matière, on la possède vraiment. Donc, ça veut peut-être dire que c'est peut-être mieux que ce soit un cours qu'on a déjà enseigné en classe ou à des groupes, pour avoir un bon corpus disciplinaire bien solide, bien établi. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir un bon dossier, ce n'est pas suffisant d'avoir un bon contenu, c'est pas assez. Il faut ensuite qu'on bâtisse toute je dirais, notre argumentaire pédagogique pour être sûr qu'il y a une cohérence entre le point d'arrivée des étudiants et la visée qu'on avait pour eux autres. Autrement dit, il y a toute une réflexion sur les stratégies d'apprentissage pour le contenu qu'on a à passer. Et ça, c'est un autre type de réflexion. Et je ne suis pas sûr qu'on le fait toujours en classe. En tout cas, moi, si je regarde dans ma discipline, il y a comme des choses qu'on prend pour acquis. Si on va en classe, ils vont avoir comme travail à faire tel type de choses. Si on va en classe, ça va se dérouler de telle façon. Tout ça, ça devient de la routine. Alors que là, on est en train de bâtir un cours à distance et il faut qu'il soit marquant dans la vie d'apprentissage des étudiants. Il faut que ce soit un événement pédagogique dans leur vie. Alors, pour ça, il faut vraiment avoir des stratégies pédagogiques réfléchies, si possible testées. Mais ça donne une deuxième couche, je dirais, de précision à notre construction. Mais une fois qu'on a fait tout ça, donc un bon dossier de contenu, ensuite une bonne stratégie pédagogique, bien élaborée, clairement nommée, c'est pas fini. C'est là qu'arrive, je dirais, ce qui va faire la différence entre un cours plate et un cours wow. Le cours wow à distance, c'est le cours où on va voir penser à un troisième niveau de réflexion. C'est, je dirais, toute la mise en scène, toute la dramatisation. Il faut avoir non seulement une intrigue pédagogique, mais il faut avoir une intrigue aussi visuelle, il faut avoir une intrigue au niveau des travaux, il faut qu'il se passe des rebondissements, il faut que les étudiants aient des surprises. Il faut créer quelque chose. Alors, il y a un acte créatif, ou créateur, dites-le comme vous voulez. Il y a vraiment de la créativité pédagogique à mettre en place. Et c'est ça, je dirais, qui fait que le cours devient quasiment vivant, quasiment autonome. Parce qu'il y a ça aussi, hein? C'est comme écrire un livre, c'est comme faire un film, c'est des œuvres qui, une fois qu'elles sont lancées, ne nous appartiennent plus tellement. Alors, la formation à distance a cela de paniquant qu'elle nous amène à créer des choses qui doivent se tenir sur leurs propres pattes et fonctionner, même en notre absence. Et c'est là peut-être ce qui est le plus difficile pour nous autres, parce qu'on est vraiment père-poule. Quand on enseigne, on est mère-poule puis on est père-poule. On veut vraiment avoir nos poussins sur notre aile puis s'en occuper. C'est tout à notre honneur. Là, il faut s'en occuper autrement.